Les socialistes votent la motion Mitterrand amendée. Angleterre-Islande, un conflit de pêcheurs. Éruption au Zaïre, filmé par Haroun Tazieff. Relax, la dernière journée de Léonid Brejnev aux États-Unis se sera déroulée dans une atmosphère, disons, très décontractée, à l'américaine. Le numéro 1 soviétique, il faut le dire, était en Californie. Il a rencontré quelques grandes vedettes d'Hollywood, comme Frank Sinatra. Il a été présenté aussi aux 3 astronautes qui reviennent de Skylab, le 3 pièces cuisine, avec vue imprenable sur la Terre. À la Maison-Blanche de l'Ouest, c'est ainsi qu'on appelle tout naturellement la résidence californienne de Richard Nixon. Ce sont les vedettes du tout Hollywood qui ont pris le relais de Conrad, Kerwin et Weitz, les 3 astronautes. Des vedettes hollywoodiennes, Léonid Brejnev en a rencontré Frank Sinatra, Barbara Stanwyck, d'autres, de grandes vedettes qui lui ont arraché des mouvements d'enthousiasme. Après les accords signés pour réduire les risques d'une guerre nucléaire, les déclarations de principe. On s'est donné rendez-vous pour l'année prochaine à Moscou cette fois, pour la signature d'accords nouveaux et encore plus importants. Ainsi a parlé M. Brejnev avant de quitter Richard Nixon, laissant aux observateurs l'impression que vraiment la guerre idéologique entre Moscou et Washington est bien finie. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, chante Georges Brassens. C'est un refrain qu'Américains et Soviétiques pourraient presque reprendre en chœur alors que ce sommet se termine et que M. Brejnev s'apprête à parler directement aux Américains. On est loin, en effet, très loin des déclarations fracassantes, des démonstrations de force du temps de la guerre froide, loin des épreuves et des affrontements du style blocus de Berlin ou crise de Cuba. Ce n'est pas une nouveauté d'ailleurs, depuis l'esprit de Camp David, 59, Khrouchtchev-Eisenhower, depuis Glassboro, Kosygin-Johnson, il y a eu surtout la preuve éclatante de la volonté de négociation des 2 super grands. Elle est intervenue l'année dernière lorsque M. Nixon, avec son blocus des ports nord-vietnamiens, a joué un spectaculaire qui tout double pour se retrouver tout de même quelques jours plus tard à Moscou, sablant champagne avec M. Brejnev. Cette année, ce sommet qui se termine n'a pas apporté d'éléments vraiment spectaculaires. Ce code de conduite nucléaire, pour reprendre l'expression de M. Nixon, signé vendredi, comporte encore des passages bien imprécis. Mais là encore, ce n'est pas tellement la lettre qui compte, c'est plutôt l'esprit. Pour l'instant, M. Brejnev, tout en faisant joujou avec les caméras, avec beaucoup de brio, il faut bien le dire, prêche surtout l'évangile du commerce. M. Nixon, lui, cache ses soucis du Watergate sous les sourires de la détente. Mais il n'est plus question de savoir maintenant si le socialisme doit abattre le capitalisme ou l'inverse. Ce n'est plus du tout la question à la mode. Et pour s'en convaincre, il suffisait de parler avec les banquiers, avec les hommes d'affaires américains qui ont eu l'occasion de rencontrer M. Brejnev vendredi à la Maison-Blanche. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Et quand bien même les imprécisions subsisteraient, Georges Pompidou, après Nixon, va accueillir Léonid Brejnev. À partir de lundi soir, au château de Rambouillet. Là aussi, dans le salon Charles X, on évitera mardi et mercredi de comparer les vertus du capitalisme et du socialisme. À la manière des Globetrotters, Georges Pompidou, qui vient de quitter Brandt, demandera « Comment va Nixon ?» Et Brejnev reprendra peut-être « Richard va bien, hormis quelques problèmes personnels. Mais parlons d'abord de ce qui nous rapproche. Et j'espère vous recevoir bientôt à Moscou. » Bon, il peut y avoir des divergences. Et en particulier naturellement sur le mode de vie et sur l'organisation sociale et politique de nos pays, qui tiennent aussi à la différence de la taille entre l'Union soviétique et la France, mais nous sommes l'un comme l'autre, je le crois très sincèrement, acquis à la détente en Europe et dans le monde, et par conséquent, nous avons là un bon terrain d'action. Et nous sommes aussi acquis, l'un et l'autre, à une coopération franco-soviétique bilatérale importante. Et par conséquent, là encore, nous aurons des choses à nous dire. Pour le reste, il dépendra à M. Brejnev de me raconter ses voyages et moi de lui raconter les siens, n'est-ce pas? Ça devient la vie des hommes d'État, n'est-ce pas? C'est une vie de globe-trotter, comme on dit en franglais.
Les élections présidentielles de 1976, un sondage de l'IFOP publié cette semaine par l'hebdomadaire Le Point. Les enquêteurs ont retenu 3 hypothèses, 3 duels qui opposeraient François Mitterrand à Georges Pompidou, à Jacques Chaban-Delmas ou à Valéry Giscard d'Estaing. D'après cette estimation, le secrétaire national du Parti socialiste obtiendrait 31% des suffrages face au chef de l'État et 30% contre M. Chaban-Delmas ou M. Giscard d'Estaing. M. Giscard d'Estaing, d'ailleurs, cette semaine, doit présider 2 journées de réflexion non-stop à la mairie de Vincennes. Ce sera un débat ininterrompu sur quelques grands problèmes comme la religion, la culture ou la liberté. Mais parmi les invités, on trouve aussi Mireille Mathieu, Lino Ventura ou Walter Spanghero. Quant à M. Le Canuet, qui vient de conclure le conseil politique du Centre démocrate en constatant, je cite, que les promesses de M. Messmer pendant la période préélectorale sont restées sans effet, M. Le Canuet sera reçu à déjeuner jeudi avec ses amis réformateurs par le président Pompidou. En revanche, M. Servan-Schreiber ne sera pas là puisqu'en ce moment, il mène campagne dans le Pacifique contre les essais nucléaires français. Mais tout au long de ce week-end, la vedette de l'actualité politique, c'était plutôt M. François Mitterrand, avec la réunion du Congrès socialiste à Grenoble. Aujourd'hui, M. Notbar, le député du Nord, a indiqué qu'il refusait de siéger au comité directeur du parti pour protester contre la présence des membres du CRS, considéré comme la tendance la plus à gauche du PS. Les différentes tendances à l'intérieur du parti, c'était d'ailleurs l'un des thèmes soulevés pendant ce week-end par François Mitterrand. Ce soir, c'est l'heure du bilan. De ce congrès du Parti socialiste, on peut, dans l'immédiat, tirer 2 conclusions. D'une part, l'autorité de M. François Mitterrand n'est plus limitée par les tendances, les fractions même, qui tendaient à devenir un parti dans le parti. Dans l'union de la gauche, le Parti socialiste s'est donné les moyens d'atteindre le but qui s'était fixé avant ce congrès, devenir le premier parti de la gauche, ce qui ne veut pas dire qu'il réussira, car l'organisation du Parti communiste est pour le moment beaucoup plus forte que celle du Parti socialiste. Les jeunes Turcs, c'est-à-dire les militants du CRS de M. Chevènement, se sont inclinés pour le moment. En fait, l'examen des problèmes les plus délicats a été remis à plus tard. Ainsi, une convention du Parti socialiste étudiera l'autogestion dans le second trimestre de 1974. M. Mitterrand avait écrasé hier les velléités d'indépendance du CRS avec quelques phrases très dures comme celle-ci. Nous ne ferons pas un faux parti communiste avec de vrais petits bourgeois. L'unité intérieure du Parti socialiste est donc sauvée. Les socialistes devraient cesser de se quereller dans des débats théoriques incompréhensibles pour l'opinion publique. Le Parti socialiste est donc prêt à étendre ses bases politiques et sociologiques. Le but, c'est de dépasser le Parti communiste. À son égard, M. Mitterrand a demandé aux socialistes de perdre leur complexe tout en avertissant le PC. Il ne peut y avoir de manifestation unitaire sans nous. Derrière tout cela, une perspective, celle des élections présidentielles, pour lesquelles le Parti socialiste et M. François Mitterrand vont se préparer dans les 2 années à venir. François Mitterrand, je vous le rappelle, sera l'invité de Jean-Pierre Alcabache à Actuel 2 demain soir à partir de 20h30. Évidemment, dans un congrès de ce genre, on retient surtout le contenu des discours qui sont prononcés, mais en dehors des débats à la tribune, c'est aussi un lieu de rencontre pour des délégués qui n'ont pas toujours l'occasion de se voir fréquemment pendant l'année, l'occasion également d'aborder en marge du congrès d'autres sujets d'actualité, par exemple la situation aux fameuses usines LIP. Congrès au pied des montagnes, 1200 délégués socialistes venus à Grenoble des 4 coins de France, souvent avec leurs femmes, parfois même avec leurs enfants. La ville olympique avait retrouvé l'affluence des grands jours. Qui dit foule dit ambiance de kermesse. Et dans l'enceinte du palais des congrès de Grenoble, les stands de livres, de journaux, de cartes postales et autres souvenirs ne manquaient pas. Mais comme toujours, il y a les gadgets qui font recette et ceux qui n'ont que peu de succès. 8 francs. Merci. 8 et 2, 10. On a vendu plus les capsules de bouteilles. Et les briquets. Et les cendriers? Les cendriers, oui, mais il en reste beaucoup, alors il faut que vous m'en achetiez un. François Mitterrand avait tenu à l'affirmer hier à la tribune du Congrès. Il n'est pas question de considérer les montres libres comme des gadgets. Il s'agit pour le Parti socialiste de soutenir sans équivoque l'action des travailleurs de Besançon. Bousculade au stand, les montres se sont très bien vendues. Considérons que si cette vente est illégale et que les instances judiciaires de la nation ouvrent une vaste information, nous aurons un procès qui sera très vaste, car il s'est vendu environ 50 000 montres déjà, et je crois qu'il faudrait faire une vaste cour d'assises ou une vaste cour d'appel pour entendre tout le monde. Nous n'avons pas peur de l'illégalité quand elle est pour permettre à des familles ouvrières, à des enfants d'avoir leur pain tous les jours.
Les organisateurs avaient aussi prévu les heures de loisirs des congressistes. On offrait samedi soir le choix entre une projection privée du dernier film de Kayak, Il n'y a pas de fumée sans feu, avec présentation d'auteur, ou bien évidemment le match Ménétré-Napolès. Mais pour la boxe, offrir est un bien grand mot, le prix des places allait de 50 à 500 francs. Cela faisait beaucoup de monde dans les rues sous la pluie et la municipalité avait en quelque sorte réquisitionné les taxis de Grenoble. La municipalité nous a fait part de son souci de voir un maximum de taxis sur la place. Nous demandons en conséquence aux chauffeurs de bien vouloir établir leur repos de la semaine en fonction de cet impératif. Nous pensons dans l'intérêt général que tous les chauffeurs auront compris la nécessité de l'effort à fournir. D'avance, merci. Aux usines LIP de Besançon, précisément, la situation n'a pas évolué pendant le week-end, malgré une reprise de contact entre les patrons et les syndicats. Demain, les employés de l'entreprise reprendront la vente des montres qu'ils fabriquent. Le ministre des Finances, qui a pris lui aussi l'habitude de temps en temps de se montrer, disons, décontracté, est allé rendre visite aujourd'hui à une catégorie de musiciens qu'il apprécie particulièrement, les accordéonistes. Les incidents de jeudi soir dans les rues de Paris continuent de susciter des réactions. D'abord, on s'inquiète de l'état de santé d'un gardien de la paix qui avait été gravement brûlé par un cocktail Molotov, place de la Bastille. Les médecins pensent qu'ils ne pourront pas se prononcer sur ses chances de survie avant une dizaine de jours. Demain, la Ligue communiste va tenir une conférence de presse. Cet après-midi, c'est le bureau politique d'Ordre Nouveau qui a voulu s'adresser aux journalistes pour protester contre l'arrestation pendant 36 heures du secrétaire général du mouvement, M. Alain Robert, inculpé de recel d'armes. Ordre Nouveau dénonce également les agressions gauchistes et demande l'arrestation d'Alain Krivine et l'interdiction de la Ligue communiste. Enfin, il se défend d'avoir voulu organiser l'autre soir à la Mutualité un meeting raciste. Si vous croyez que de dire qu'en France, nous demandons qu'il y ait des lois qui soient appliquées, si vous considérez que de dire qu'en France, nous demandons qu'il y ait des lois exactement les mêmes que celles qui existent aux États-Unis, exactement les mêmes que celles qui existent en Israël, si vous considérez que cela, c'est du racisme, à ce moment-là, je ne comprends plus très bien. Je ne crois pas, nous demandons seulement que les gens immigrés qui viennent en France viennent avec un contrôle strict, un contrôle sanitaire, un contrôle judiciaire et un contrôle de qualification de travail. Nous ne sommes pas contre l'immigration, nous sommes contre l'immigration sauvage. Et je ne vois pas du tout où est le racisme. Je crois plutôt qu'en ce qui concerne les gauchistes, je les comprends. Effectivement, pour eux, c'est notre existence qui est inqualifiable. Ils l'ont démontré au cours du Palais des Sports il y a 2 ans, ils l'ont redémontré hier soir. C'est eux les racistes anti-français. Ce n'est pas nous qui sommes racistes en quoi que ce soit. Les Britanniques viennent de publier un livre blanc à propos de la guerre de la morue. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire qui avait commencé il y a quelques semaines quand l'Islande a décidé d'élargir ses eaux territoriales et lorsque la marine de guerre britannique est venue faire un tour dans le secteur. Le conflit n'est toujours pas terminé. Il faut dire que pour les Islandais, la pêche représente la principale source de revenus. Pour nous, la guerre de la morue, ça ne fait pas très sérieux et l'expression elle-même paraît un peu folklorique. Pourtant, si l'on imagine, en exagérant à peine, que l'Islande est une usine de poissons bâtie sur un volcan, alors l'expression prend sa véritable valeur. L'Islande, 103 000 km², 1% seulement du sol est cultivable.
23% abritent 205 000 habitants, leurs moutons et leurs vaches. Le reste, 76%, est inhabitable et constitue un pays rude, un pays sauvage, à l'aspect parfois tellement lunaire qu'on ne s'étonne pas que ce sol ait servi de terrain d'entraînement aux premiers astronautes américains, après avoir accueilli dans l'esprit de Jules Verne les héros du voyage au centre de la Terre. La Terre leur refusant tout, sauf l'eau chaude jaillie des geysers, les Islandais demandent à la mer l'essentiel de leurs ressources. Ainsi, les produits de la pêche représentent-ils 84% environ des exportations de l'Islande. Tout irait bien si les zones de pêche n'étaient sillonnées que par les quelques 850 bateaux que possède ce pays. Mais la concurrence étrangère est sévère. Au cours de ces dernières années, dans les eaux que l'Islande considère maintenant comme ses eaux territoriales, 52% du poisson pêché a été ramassé par les Islandais, 48% par les étrangers. La cadence de la pêche est plus rapide que le rythme de reproduction des poissons. Résultat, en 1971, les pêcheurs islandais ont ramené dans leurs filets 255 000 tonnes de morue contre 308 000 en 1970. Quant au hareng, la chute a été encore plus spectaculaire. De 763 000 tonnes en 65, la pêche est tombée à 61 000 tonnes en 71. Alors les Islandais, qui savent que leur survie économique est liée à la protection générale du milieu marin, ont pris deux mesures. Le 1er octobre 71, la pêche au hareng était interdite jusqu'au 1er octobre 73 et cette interdiction sera peut-être prolongée. Le 1er septembre 1972, après un préavis d'1 an, l'Islande étendait de 12 à 50 000 la limite des eaux de pêche et chargeait ses gardes-côtes de faire respecter cette nouvelle limite. C'est précisément cette mesure qui allait relancer la guerre de la morue. Le 5 mai dernier, le gouvernement islandais propose aux Anglais de leur ouvrir 4 des 6 zones de pêche. Pour toute réponse, les Anglais envoient 8 bâtiments de la Navy protéger leurs chalutiers dans les eaux islandaises. Et ce qui devait arriver arrive. Le 26 mai, le garde-côte islandais Ægir ouvre le feu sur le chalutier anglais Everton, secouru sur ces images, prises après la bataille, par une frégate et un remorqueur. Le déroulement de ce combat mérite qu'on s'y attarde. L'Everton, ne voulant pas stopper, l'Ægir tire un coup de semonce sans résultat. Le capitaine islandais fait savoir au capitaine anglais qu'il est malheureusement obligé de le canonner et lui demande de rassembler l'équipage à l'arrière pour éviter tout accident. La canonnade commence. Entre chaque tir, un marin islandais est autorisé à aller constater les dégâts. Au bout de 3 heures, l'Everton est suffisamment endommagé pour que l'Ægir estime que les hostilités ont suffisamment duré. Cela tombe bien car justement, les renforts anglais arrivent. L'Ægir prend le large, abandonnant sa proie. La riposte des Anglais ne se fit pas attendre. Ce fut un garde-côte, l'Arvakur, qui en fit les frais. Le 1er juin, l'Arvakur tente d'accrocher les chaluts anglais, mais les chalutiers se rebiffent. Malheureusement pour lui, l'Arvakur ne possède pas de canon. Il devra donc subir les assauts d'un adversaire supérieur en nombre, mais aussi en tonnage. Et c'est ainsi qu'à plusieurs reprises, il est éperonné par bâbord et par tribord, par 2 chalutiers qui le transforment en Puccini. Finalement, l'Arvakur, dont l'amour-propre et les flancs ont souffert de ses abordages répétés, regagne discrètement un port de la côte Est, où il se refait une coque et un moral tout neuf, à l'abri de la curiosité de la presse internationale. Bien entendu, ce nouvel épisode de la guerre de la morue a provoqué l'émotion de la population qui, à l'unanimité, se déclara aussi choquée qu'un lord anglais dont on aurait cabossé le melon. Aussi, l'ambassade de Grande-Bretagne, attaquée quelques jours plus tôt, est-elle jour et nuit gardée par la police. Tous les Anglais, cependant, n'ont pas épousé la cause de leur chalutier. Témoin, ce Londonien qui, croyant qu'une souscription avait été ouverte en Islande pour réparer l'Arvakur ou acheter un autre garde-côte, envoya 4 livres avec ces quelques mots « Ne laissez pas croire aux Islandais que tous les Anglais sont vos ennemis ». Sur le plan diplomatique, l'affaire est assez compliquée. En étendant la limite de ses eaux de pêche, l'Islande estime qu'elle ne viole aucune loi internationale et cite l'exemple de plusieurs pays qui ont porté la limite de leurs eaux territoriales à plus de 50 000. Pour obtenir la reconnaissance officielle de son bon droit, elle compte donc sur l'OTAN, dont elle fait partie, et principalement sur les États-Unis, chargés d'assurer sa défense. Et l'Islande laisse entendre qu'elle n'hésiterait pas à quitter l'OTAN si cette organisation ne parvenait pas à faire respecter ses droits. Or, à 40 km de Reykjavik, se trouve Keflavik, la base américaine de l'OTAN d'une importance capitale.
Ces appareils surveillent les mouvements des bâtiments soviétiques dans l'Atlantique Nord. Si l'Islande quittait l'OTAN, la base de Keflavik devrait être évacuée. Voilà pourquoi l'Union soviétique suit l'affaire avec grand intérêt en souhaitant que l'Islande fasse preuve de fermeté. Voilà pourquoi aussi la guerre de la Morue ne se limite pas seulement à quelques bousculades entre chalutiers et gardes-côtes au pays des volcans. Le tiercé se courait aujourd'hui dans le Grand Prix de Paris à Longchamp. Il a été remporté par Tennyson le 403 qui prenait ainsi sa revanche du Jockey Club. À la deuxième place, on trouve le 415 Oti. Le troisième est Rasgavor, le 405. Il fallait donc jouer le 3, le 15 et le 5. Et c'est le billet numéro 00640 de la série 5 qui remporte le gros lot de 3 millions de la tranche spéciale du sweepstake de la Loterie Nationale. Pour ce qui est des rapports du tiercé, dans l'ordre 3, 15, 5 et pour 1 franc, vous touchez 197 francs 50 et dans un ordre différent, 37 francs 20 centimes. Tout cela bien sûr pour 1 franc. Encore un grave accident dans une course automobile. Cette fois, c'est dans le Haut-Rhin. Cet après-midi, un concurrent qui participait à la course de côte de Turckheim-Trois-Épis a heurté des spectateurs qui se promenaient sur le circuit. Il y a 14 blessés, dont certains grièvement atteints. Pendant ce temps-là, dans les 1000 km d'Autriche, les pilotes français et l'écurie Matra-Simca ont réussi un beau doublé. Henri Pescarolo et Gérard Larousse, les vainqueurs du Mans, ont gagné l'épreuve devant François Sever et Jean-Pierre Beltoise. Autre victoire française, Jean-Pierre Jarrier sur marche BMW a remporté le 23e Grand Prix de Rouen de Formule 2. Nouveau record du monde du 1000 mètres. Il vient d'être battu par le Sud-Africain Danny Malan en 2 minutes et 16 secondes. Bernard Thévenet a remporté aujourd'hui, lui, le championnat de France cycliste. Une victoire un peu dans le style d'Eddy Merckx. Thévenet a fait seul les derniers 80 km. Pour lui, disant que le Tour de France s'annonce bien. Je suppose que tous les amateurs de boxe sont maintenant au courant. Roger Ménétré n'a pas réussi à faire vaciller José Napolès hier soir à Grenoble. Un combat difficile pour le Savoyard qui a pourtant réussi à tenir les 15 rounds devant un champion du monde qui a tout de même marqué nettement sa supériorité. Un moment extrêmement difficile pour Roger Ménétré, la deuxième reprise au cours de laquelle Napolès fait étalage de tout son talent. L'enchaînement de ces coups est impressionnant. Le terrible crochet droit a immédiatement été suivi de 5 ou 6 coups très précis qui ont sérieusement ébranlé le champion d'Europe. Il y a trop de différence entre les deux hommes pour espérer un miracle. Napolès est sans conteste le champion annoncé, et c'est peut-être même l'un des meilleurs de sa génération. Après cette sérieuse alerte, on se demandait alors si Roger Ménétré tiendrait la limite. Eh bien oui, puisqu'à la 15e et dernière reprise, le Savoyard résistait toujours avec autant de courage aux assauts du champion du monde. Certains reprocheront à Roger Ménétré de n'avoir rien tenté et de ne pas avoir pris plus de risques. Mais le pouvait-il vraiment face à un adversaire aussi complet que Napolès ? Dans un an, Ménétré peut espérer disputer un autre combat pour le titre, mais si Napolès est toujours champion du monde, les espoirs du Français seront encore bien minces. On a beaucoup parlé ces derniers temps des greffes du cœur pratiquées en France. C'est évidemment une des opérations les plus spectaculaires. Mais au même moment, les chirurgiens de l'hôpital Saint-Louis à Paris pratiquaient pour la 25e fois une intervention révolutionnaire qui permet aux malades opérés du larynx de retrouver une voix normale. Il a fallu 10 ans de recherche et d'expérimentation pour mettre au point cette technique dont INF2 vous présente aujourd'hui pour la première fois les résultats. Malheureux, formidable. Opéré d'une grave affection de la gorge, le patient dont vous voyez ici l'image en radio-cinéma n'a plus de larynx ni de corde vocale. Pourtant, vous l'entendez, il parle. Il parle avec sa trachée artère
que le chirurgien remonté est fixé à la place du larynx malade. Je retravaille, oui. Je suis à la SNCF, je retravaille à mi-temps. Et vous menez une vie tout à fait normale. Je mène une vie entièrement normale, à moi ça. Vous allez partir en vacances? Oui, je vais partir en vacances cette année, encore au mois d'août. Vous êtes opéré depuis quand? Depuis 4 mois. Et vous avez repris le travail, m'avez-vous dit? 4 mois après, oui. Qu'est-ce que vous faites? Chauffeur De quoi? d'autobus. Ça ne vous gêne pas du tout? Pas du tout. Ben, j'ai recausé assez rapidement, mais c'est revenu progressivement. Au bout de un bon mois, j'étais fixé, j'étais sûr de recauser. Mais alors maintenant, je suis vraiment satisfait. Je ne ferai pas d'autres progrès, ça me suffirait quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont interdites? Oh, surtout le tabac automatique, ça, c'est une chose qui est principale. Vous étiez grand fumeur? Grand fumeur, je faisais mes 80 paquets de cigarettes par mois. Maintenant, vous êtes tous non-fumeurs. Ah, c'est fini. On m'a dit que non seulement vous parliez si bien, comme on peut constater, mais que vous chantiez. Est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose? Ça c'est une autre, ça c'est autre chose. Je chantais déjà pas très bien avant, alors... Mais même si c'est faux, une petite si chanson. c'est faux, ça pourrait être que mieux que par rapport à avant, je vous dis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante, alors? Je sais pas, quelque chose pour les enfants, très simple. Ben, au clair de la lune. Allez, pas au clair de la lune. Oui, mais pas très long, hein, je connais pas les paroles. Non, allez-y. Bon. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Une nouvelle aventure d'Haroun Tazieff, l'explorateur des volcans. Cette fois-ci, c'est en Afrique, du côté du Zaïre, qu'il est allé filmer un volcan qui est en éruption permanente. Tazieff, après plusieurs mois, vient seulement de montrer ces images, le spectacle fascinant d'un monde qui nous paraît étranger, merveilleusement beau et pourtant bien inquiétant. Le volcan Nyiragongo, 3500 mètres d'altitude, à 1,5 degré au sud de l'équateur, se trouve à l'est de la République du Zaïre. Nous sommes ici à son pied, à recruter les quelques 200 porteurs qui vont nous aider à transporter nos 2 tonnes d'instruments, de vivres et de matériel jusqu'au sommet. Cette expédition, nous l'avons faite au mois d'août de l'année dernière, 72. Une expédition du CNRS et du CEA, destinée à étudier ce volcan tout à fait exceptionnel. Yvette Vaucher, Michel Vaucher, 2 des plus grands alpinistes du monde, étaient avec nous pour nous aider à descendre dans ce cratère d'1 kilomètre de diamètre, de 200 mètres de profondeur, aux parois à pic. Nous avons tout d'abord équipé la paroi de cordes fixes. Nous avons dégagé le plus possible des pierres pendantes pour éviter que les volcanologues néophytes en alpinisme qui faisaient partie de l'équipe n'aient trop de difficultés et pour aider également les porteurs qui avaient à descendre les charges 200 mètres plus bas sur la plateforme horizontale où nous avons établi notre camp de base. Plateforme de 400 mètres de large, annulaire, entourant le puits central dans lequel bouillonne la lave incandescente. Cette lave, il faut l'étudier, mais plus encore que la lave, il faut étudier les gaz qui s'en dégagent, parce que les gaz sont la clé qui nous permettra de comprendre le pourquoi et le comment des éruptions volcaniques. Étudier des gaz n'est pas facile, et c'est d'autant plus difficile en pleine nature, dans une nature hostile comme celle-là. Vous voyez ici, vêtus de vêtements calorifuges, des camarades de notre équipe CNRS-CEA, occupés des heures et des heures durant à mesurer tout ce qui est mesurable dans ces gaz agressifs, toxiques, brûlants, qui s'échappent de la lave en fusion. Nous sommes au bord de la pique qui domine le lac de lave. Ce lac de lave de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de surface et que j'avais connu dans les expéditions précédentes en 48, en 53, en 58, en 59, extrêmement paisible, ce lac depuis quelques années est absolument déchaîné. Déchaîné au point qu'il est pratiquement impossible de l'approcher. Nous l'avons cependant fait.
La matière que vous voyez bouillonner ici, c'est une espèce de basalte, ce n'est pas le vrai basalte, c'est une roche beaucoup plus rare qu'on appelle une basanite, et qui vient de plusieurs dizaines de kilomètres au moins dessous la surface. Il nous reste à jeter un coup d'œil sur la météo. Demain, les hautes pressions vont se maintenir sur la France et le beau temps d'ailleurs va prédominer. On observera le matin des brouillards locaux qui se dissiperont rapidement. Des nuages affecteront les régions du nord-ouest ainsi que les Alpes et le Jura. Ailleurs, le soleil prédominera, je vous l'ai dit. L'après-midi, le temps sera beau, assez chaud et souvent ensoleillé en toute région. Toutefois, du Jura aux Alpes, quelques orages éclateront. Ainsi se présentait l'actualité de ce dimanche. Je vous souhaite d'avoir bien profité de ce soleil et pas trop souffert des embouteillages. Bon courage pour demain matin. À 22h25, c'est Bernard Pradino qui vous présentera notre dernière édition, juste avant le Ciné Club. Merci d'être resté en compagnie de l'équipe d'INF2.